Et il est 8h. 7h, 9h, votre matinale info, Nikos Aliagas. Le journal avec le fringant David Doucan. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin, David. Pas de PV. Le 17 novembre, c'est l'appel d'un syndicat de police en solidarité avec les Gilets jaunes. La fronde s'étendrait-elle jusqu'aux forces de l'ordre? On en parle dès le début de ce journal. C'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Des milliers d'enfants souffrent chaque année de brimades quotidiennes. Reportage bouleversant dans cette édition. Et puis, le jour d'après, aux États-Unis, Donald Trump est gonflé à bloc, figurez-vous. Il limoge un ministre, il fait la guerre à CNN et il n'a qu'une seule date en tête, 2020. Europe 1. Si même les policiers s'y mettent. Appel étonnant hier de la part d'Unité SGP Police FO. Ce syndicat de policiers demande à ses adhérents et aux forces de l'ordre en général de ne pas dresser de contravention le 17 novembre prochain. Vous le savez, c'est le jour choisi par le mouvement des Gilets jaunes pour bloquer le pays. Écoutez, Yves Lefebvre, c'est le patron de ce syndicat. Il assume totalement une solidarité avec les mécontents contre le gouvernement. Pourquoi ? Parce que derrière chaque flic, il y a un citoyen, une citoyenne. Et que le flic est soumis à des horaires décalés qui lui imposent obligatoirement de venir au boulot aux voitures. Donc la hausse des carburants impacte bien évidemment le pouvoir d'achat du flic. 0 PV, alors entendons-nous bien, 0 PV. Les graves infractions au code de la route mettant en péril l'intégrité physique de nos concitoyens devront bien évidemment être sanctionnés. Mais à côté de ça, ce que on appelle communément le ventre mou des infractions au code de la route, nous on appelle nos collègues à ne pas verbaliser ce genre de choses. Les stationnements, vous savez, tout ce qui est aujourd'hui, entre guillemets, une sacrée pompe à fric quand même pour le gouvernement. Des policiers qui choisissent les infractions qu'il faut sanctionner ou ne pas sanctionner, voilà qui complique encore davantage l'équation politique d'Emmanuel Macron. Jean-Rémy Baudot, vous suivez l'Élysée pour Europe 1, c'est bien sûr, Jean-Rémy, un mauvais symbole pour le président de la République. Oui David, d'une certaine manière, c'est l'autorité du chef de l'État qui est remise en question. Le président face à l'affront d'un syndicat policier qui remet en cause les décisions fiscales du gouvernement. Ceux qui doivent faire respecter la loi se dressent contre l'exécutif et reprennent des slogans qu'Emmanuel Macron entend d'ailleurs ici tous les jours depuis le début de la semaine dans ses bains de foule sur son itinérance. L'Élysée temporise, explique que les syndicats sont libres et se dégage de la question. Un très proche conseiller du président me dit ce matin que c'est à Christophe Castaner de répondre. Sauf que pour l'instant, silence radio. Le ministre de l'Intérieur face à un test sur sa poigne, sur sa capacité à se faire respecter, mais attention, le contexte est particulier. Le deuxième syndicat de gardiens de la paix est en campagne et dans ce contexte, le premier flic de France ne veut probablement pas s'immiscer dans ce débat. Merci Jean-Rémy pour ce décryptage. Vous continuez pour Europe 1 à suivre le périple du président de la République toute la semaine dans l'Est et dans le Nord du pays. Et justement, tout à l'heure, Emmanuel Macron sera à Maubeuge où il visitera l'usine Renault. Oui, parce que c'est l'autre aspect de cette semaine de déplacement. Emmanuel Macron veut attirer l'attention sur l'industrie française qui tient bon. Alors ce matin, il sera avec le patron de Renault, Carlos Ghosn, dans cette usine qui produit des Kangoo électriques. L'annonce d'1 milliard d'euros d'investissement, Nikos, dans l'électrique est justement prévue. Avouez que cela tombe bien en cette période où le gouvernement peine à faire passer la transition écologique. Les ouvriers de l'usine attendent donc la venue de leurs 2 présidents avec impatience. Reportage Arthur Mbaché. En attendant leur Kangoo, elles chargent 400 kg chacune, les batteries tout au bout de la chaîne, sous la surveillance de Frédéric, le chef d'équipe. Là, il la recharge en 30 minutes. Le plus long, c'est le temps de charge, parce qu'on est obligé d'attendre que la batterie soit chargée pour la monter sur la voiture. D'ici seront sortis cette année 10 000 Kangoo électriques. C'est 2 fois plus qu'il y a 1 an seulement. Normal, dit Frédéric. Un plein, ça doit coûter 1 euro, un truc comme ça. 1 euro pour faire 270 km, ça vaut le coup. À l'heure de la grogne. Ouais, c'est clair. Ce matin, ici, les 2 présidents de la République et de Renault vont donner des détails sur le milliard d'euros investis par la marque dans l'électrique. Maubeuge sera concerné, l'usine modèle avec ses smartphones partout, son drone pour compter les colis dans les stocks ou ses exosquelettes qui soulagent le dos des ouvriers comme Romain. C'est comme si j'allais m'asseoir dans mon canapé en fait, je suis vraiment à l'aise. Avant je devais me pencher vers l'avant ou fléchir les jambes, j'avais vraiment des courbatures au niveau du dos et des jambes en fin de journée. Avec cet appareil-là, je suis vraiment à l'aise. L'usine est la plus compétitive de Renault en France. On gagne beaucoup de temps, on gagne beaucoup d'argent, nous dit son directeur. Le challenge, assure-t-il, c'est faire plus de voitures avec moins de monde. Maubeuge, Arthur Mbaché, Europe 1. Emmanuel Macron va donc chez Renault et c'est Bruno Le Maire qui, lui, est ce matin au sein de l'Aciérie Ascoval. Les 281 salariés attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Le gouvernement essaie de trouver un projet de reprise avant le 12 décembre prochain. Beaucoup de sujets qui vont certainement faire réagir. Alexis Corbière, député France Insoumise, à 8h15 au micro d'Audrey Crespo-Mara. Les recherches sont suspendues à Marseille. Oui, 2 personnes au moins sont pourtant toujours portées disparues.
mais 2 immeubles supplémentaires menacent de s'écrouler sur les secours. Les autorités prévoient de les démolir aujourd'hui. Je vous rappelle qu'à ce stade, le bilan s'élève à 6 morts. Le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, s'exprimera à 11h lors d'une conférence de presse. Et puis, Nikos, nous parlions à l'instant de Bruno Le Maire qui est au sein de la Syrie Ascoval. Il vient de déclarer, je cite, « On va y arriver ». C'est aujourd'hui la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Oui, et ces journées de sensibilisation sont importantes. On parle d'un enfant sur 10 quotidiennement victime de brimades, voire de violences. Vous entendiez à cette heure le témoignage de cet élève de 7 ans qui évoque le suicide, l'attention terrible. L'attention des autorités se porte cette année en particulier sur un phénomène, le sexting, des photos de jeunes filles dénudées partagées des milliers de fois sur Internet. C'est très rare que les victimes acceptent de se confier, mais Virginie Salmen a recueilli le témoignage bouleversant d'Alexia qui s'était fait piéger lors d'une soirée. C'est un réveillon du Nouvel An chez des copains. Alexia a 17 ans, son petit ami l'attire dans une chambre, elle le suit. À un moment de la soirée, nous avons voulu nous isoler, donc nous sommes montés à l'étage dans une pièce. J'ai fermé la clé et nous avons fait l'amour. Et puis, à un moment, il y a des personnes qui ont ouvert la porte et qui nous ont pris en photo. Je me suis ruée vers eux pour les faire supprimer cette photo. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai vu cette photo sur Twitter. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient eu le temps de tout envoyer avant. J'ai dû retourner à l'école, en fait, après ça, et je me faisais siffler, je me faisais aborder, je me faisais insulter. J'avais l'impression d'être une moins que rien, en fait. J'avais l'impression que c'était moi la coupable, alors qu'en soi, j'étais qu'une victime. Au moment où elle ferme la porte à clé, son petit ami lui dit qu'il va vérifier qu'elle est bien fermée. En fait, il la rouvre discrètement. Il est de mèche avec la bande qui a fait irruption dans la chambre. Alexia ne l'apprendra que 2 ans plus tard. Elle a immédiatement porté plainte. 3 d'entre eux ont été condamnés à des peines d'amende. L'auteur de la photo est toujours en attente de jugement. 3 ans plus tard, Alexia subit toujours les conséquences de cette soirée. Pour s'en sortir, elle a dû partir faire ses études à l'autre bout de la France et couper les ponts avec toutes ses fréquentations de l'époque. Témoignage recueilli par Virginie Salmen pour Europe 1. J'ai écouté le reportage, David, mais des amendes, franchement, on se demande parfois si les peines sont à la hauteur des actes. Ouais, c'est vrai qu'on peut se poser la question parfois. Europe 1, il est 8h07. Je vous donne maintenant une bonne nouvelle. La chrétienne Asia Bibi a été libérée par les autorités pakistanaises. Elle est pour l'instant en lieu sûr au Pakistan. Son époux avait demandé l'asile à plusieurs pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni. La France s'est dite prête à accueillir Asia Bibi et sa famille. Je vous rappelle que cette chrétienne était emprisonnée depuis 8 ans dans le couloir de la mort pour blasphème contre l'islam. Elle avait été acquittée la semaine dernière avant d'être maintenue en prison sous la pression des islamistes. Le journal avec David Doucan. Après les élections de mi-mandat aux États-Unis, Donald Trump a perdu la Chambre et cela n'entraîne chez lui aucun découragement apparemment. Oui, il semble même au contraire être gonflé à bloc. Le président américain a bien l'intention de piéger les démocrates dans les 2 ans à venir. Il se servira notamment de la personnalité de la nouvelle leader de l'opposition, Nancy Pelosi. Explication et décryptage de notre correspondant à New York, Xavier Yvon. Certes, Donald Trump a perdu la Chambre, mais il a gagné un épouvantail. Elle s'appelle Nancy Pelosi, démocrate chevronnée qui va prendre la tête de l'opposition. Elle est détestée de longue date par les conservateurs. Elle leur fait le même effet repoussoir qu'Hillary Clinton. Et c'est donc cet épouvantail que Donald Trump va pouvoir agiter pour justifier tout ce qui ira mal. Si l'économie se porte moins bien, si le Congrès n'arrive pas à légiférer, tout ça, ce sera de la faute des démocrates et donc de Nancy Pelosi, pas la sienne. Et s'ils arrivent à s'entendre pour passer des réformes, eh bien Donald Trump pourra s'en attribuer le mérite, vanter son esprit bipartisan. Et puis, le président américain pourra aussi se poser en victime d'une chasse aux sorcières si jamais les démocrates décident de lancer des enquêtes parlementaires sur sa fortune ou sur ses liens avec la Russie, à condition qu'il ne trouve rien de compromettant. Donald Trump pourrait donc arriver à la prochaine présidentielle en sauveur et en martyr qu'il faut réélire pour que, à nouveau, l'Amérique retrouve sa grandeur. La campagne 2020 a donc déjà commencé avec un favori, Donald Trump. Il reste 2 ans aux démocrates pour trouver la bonne stratégie et le bon candidat. New York, Xavier Yvon, Europe 1. Donald Trump qui a hier annoncé le limogeage de son ministre de la Justice, Jeff Sessions, à qui il reprochait de ne pas suffisamment le défendre dans le cadre de l'enquête russe. Et Donald Trump qui s'en est pris à un journaliste de CNN, il a été illico presto expulsé de la Maison Blanche du jamais vu. Vincent Hervouette, dans moins de 2 minutes, nous explique dans quel contexte se trouve la présidence américaine et la presse aux États-Unis. Et nous parlons maintenant des somnifères et des risques qu'ils peuvent entraîner. Un Français sur 3 souffre de troubles du sommeil. 10 millions de nos concitoyens consomment des somnifères. Le magazine 60 millions de consommateurs consacre un dossier à ces médicaments et même ceux qui sont disponibles sans ordonnance ne peuvent être consommés à la légère. Les explications de notre spécialiste santé Mélanie Gomez.
Si on prend d'abord les somnifères délivrés sur ordonnance, ce qu'il faut savoir, c'est que la dépendance arrive très vite. Après 4 semaines à peine, on devient physiquement accro et pour arrêter sans danger, le mieux, c'est de faire un sevrage avec un médecin. Ensuite, c'est peu connu, mais les somnifères comme le Stilnox ou le Zolpidem peuvent aussi avoir des effets surprenants sur le comportement, rendre certains patients très agressifs ou alors même les pousser au suicide. Enfin, du côté des somnifères sans ordonnance comme le Donormil ou le Phénergan, le problème majeur, c'est qu'on les considère à tort comme inoffensifs, explique Adeline Trégoé, de 60 millions de consommateurs. Ces médicaments créent un phénomène d'accoutumance. Ça ne veut pas forcément dire dépendance. Progressivement, votre corps s'habitue à la substance active. Donc pour qu'elle soit active, il faut augmenter les doses. Et donc si vous augmentez les doses, en fait, vous augmentez forcément les effets secondaires. Ça peut être de la somnolence, y compris pendant la journée, mais ça peut aller plus loin. C'est de la confusion, des troubles visuels, des troubles cardiaques. Et avec ces somnifères en libre service, les seniors surtout doivent être très vigilants car ils peuvent aggraver des problèmes de reins ou de foie, des traitements, on le rappelle, qu'il ne faut pas prendre plus de 5 jours. Or, une étude montre que 70% des patients en prennent depuis plus de 6 mois. Les explications de Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe 1. C'était le journal de David Doucan.